commencer directement sur mon parcours. Du coup, j'ai fait ma prépa ici, à Saint-Brieuc, en prépa TSI. J'ai même fait 5,5 pour dire à quel point j'aimais ça. Et après ma 5,5, j'ai intégré l'école des mines de Saint-Étienne, donc une école d'ingénieur sur le concours central, cursus ISMIN. Donc c'est une école généraliste plutôt orientée microélectronique informatique. Et en dernière année, j'ai fait une spécialisation en microélectronique. En parallèle de ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai aussi fait un master à l'université de Marseille, enfin Aix-Marseille, plutôt sur la physique de l'électronique. Et depuis 2020, j'ai commencé une thèse donc, sur la compréhension des réseaux de neurones pour plutôt orienté spatial, avec des financements INRIA et CNES, et encadré par des chercheurs de l'université de Rennes, donc Olivier Santiès, INRIA, Silviu, Johan Philippe, et un ingénieur CNES, Clément Fogiola. Et donc aujourd'hui, je vais un peu vous présenter plutôt l'état de l'art sur ce qui va se faire en réseau de neurones. Donc on va passer une bonne partie sur comment fonctionnent les réseaux de neurones, et ensuite plutôt sur ce qu'on va utiliser comme compression, et notamment ce sur quoi moi j'ai travaillé, donc la quantification. Donc j'ai un peu, voilà, en trois parties globalement. La première partie, elle va s'orienter plutôt sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. La deuxième partie sur la représentation des nombres en informatique. C'est plus une petite revue si vous n'avez pas encore vu ça. Et la dernière partie, donc sur la compression, les techniques qui existent, et un point sur la quantification. Donc pour l'intelligence artificielle, je pense qu'aujourd'hui vous êtes tous assez familiers avec l'intelligence artificielle. Les médias, ils en parlent assez souvent. Je pense que toutes les semaines à peu près, on doit avoir un article qui sort quasiment, notamment depuis le fameux ChatGPT. Donc je pense que ça, c'est un truc qui vous parle, mais je ne sais pas si vous savez concrètement ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. Et donc, pour définir l'intelligence artificielle, on va prendre la définition de John McCarthy, qui est la personne enfin, une des personnes qui est considérée comme l'un des pionniers en intelligence artificielle, qui décrit ça comme une science dans laquelle on vise à créer des machines qui vont essayer de reproduire les tâches que nous, humains, on peut faire. Donc ça regroupe une grande quantité de domaines, et un domaine qui va nous intéresser en particulier, c'est le domaine du machine learning. Donc le machine learning, ça va être plutôt des algorithmes sur lesquels enfin oui, des algorithmes qui vont résoudre des tâches sur lesquelles elles n'ont pas été directement programmées. Donc le côté un peu apprentissage. Et en particulier dans le machine learning, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les fameux réseaux de neurones. Et d'ailleurs aujourd'hui, donc là on voit, il y a un peu une séparation un peu entre tous les domaines qu'il va y avoir en intelligence artificielle, mais aujourd'hui, les réseaux de neurones, ils sont devenus tellement puissants qu'on les retrouve utilisés, que ce soit pour le traitement d'images ou pour ce qui va être traitement de langage, ou traduction, enfin toutes les autres euh, filières qu'on va avoir autour de l'intelligence artificielle. Donc avant de commencer, je voulais faire un petit point rapide historique. Donc les réseaux de neurones, enfin en tout cas, l'idée de faire copier un peu le cerveau, c'est assez vieux, ça date de la fin du 19e siècle, et les premiers modèles, le premier modèle en tout cas, date enfin, plutôt du milieu du 20e siècle. Ensuite, donc sur les premiers résultats qu'on va avoir, donc cette première modélisation, on va avoir une première machine qui va être entièrement dédiée à reproduire ces fameux modèles de réseaux de neurones. Et pendant un temps, donc à cause d'un problème de Wee exclusif qui était lié à la linéarité des modèles précédents, il va quasiment plus y avoir d'évolution, jusqu'à un retour lié à l'utilisation de l'algorithme pour l'apprentissage, donc l'algorithme de rétropropagation. Donc entre-temps, il y a quand même eu des avancées, et dont une qui va être l'ancêtre des réseaux de neurones convolutionnels, donc c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser plutôt pour le traitement d'images. Mais ça, je vais y revenir plus loin. Et donc le premier finalement réseau de neurones convolutionnels qui va mettre en avant l'utilisation pour le traitement d'images, ça va être à la fin au début des années 90. Et le vrai boom, ça va être plutôt après 2010, notamment pour plusieurs raisons. Ça va être l'utilisation du hardware utilisé pour entraîner les réseaux de neurones, et ça va être aussi la quantité de données qu'on va avoir à disposition pour pouvoir les entraîner. Donc pour ce qui est des réseaux de neurones, donc bien entendu, l'idée ça va être
essayer de faire une reproduction du neurone biologique. Donc ici, vous avez une représentation d'un neurone biologique et de l'autre côté, la représentation artificielle qu'on donne au réseau de neurones. Et donc ici, on peut retrouver l'analogie qu'on va faire entre les axones, pardon, le signal de sortie, les dendrites, le signal d'entrée et les synapses, pour les voies des connexions. Donc finalement, dans notre réseau de neurones artificiel, ce qu'on va avoir, c'est des signaux d'entrée qu'on va pondérer, donc donner plus ou moins d'importance à ces signaux d'entrée par des poids. On va faire une somme de ces poids, donc comment dire? La somme pondérée de nos entrées et on va appliquer une fonction d'activation qui va, faire indiquer si notre neurone va continuer à faire défiler l'information ou ça va s'arrêter ici. Donc en particulier, si on prend ce modèle-là, lorsqu'on parle d'apprentissage, il y a 2 paramètres qu'on va chercher à apprendre, c'est ces poids qui vont pondérer nos signaux d'entrée et le biais, qui est un autre paramètre où on va pas trop porter d'accent aujourd'hui dessus, pour simplifier un peu tout ça. Donc finalement, quand on parle de réseau de neurones, bah, c'est simplement un assemblage de neurones et en particulier dans les réseaux de neurones, c'est organisé en couches, donc c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs couches, notamment la première qui va être la couche d'entrée, les couches intermédiaires et notre couche de sortie et donc dans ce cas-là, ici, on va avoir ce qu'on appelle un réseau de neurones feed-forward, donc ça veut dire que l'information d'entrée va défiler jusqu'à la sortie sans, impliquer les neurones précédents. Ici, on peut notamment voir, le type de couche qu'on va avoir ici, ça va s'appeler les couches denses, c'est-à-dire qu'on va avoir, pour un neurone, il va être lié à tous les neurones de la couche précédente. Et donc ici, si on regarde un peu, comment se construit notre, fameux réseau de neurones, on va avoir, on va retrouver nos activations et nos synapses. Et finalement, ce qui va se passer et ce qui va faire la réussite des réseaux de neurones, c'est la profondeur. Donc ça va être ce qu'on va appeler le fameux deep learning, donc les réseaux de neurones profonds, avec finalement, un nombre de couches intermédiaires accru. Et il y a vraiment une grande quantité où c'est là-dessus sur lequel on va insister pour avoir de bonnes performances. Donc ça va permettre un accroissement en termes de complexité de calcul. À l'inverse, donc pour, généraliser son apprentissage, il va avoir besoin de beaucoup plus de données, donc d'où la nécessité de données d'entraînement et aussi des capacités de calcul, donc le matériel qu'on va utiliser pour l'entraîner est assez important. Alors, ici je vous ai représenté un tout petit réseau de neurones, ça va être un peu l'exemple fil rouge qui va nous suivre, pour essayer d'expliquer un peu, le fonctionnement de ces fameux réseaux de neurones. Donc comme je disais, pour simplifier un peu, on va oublier le biais, on va travailler qu'avec le poids, mais on peut transposer ce qu'on va utiliser au biais. Donc dans notre cas ici, on va utiliser une fonction d'activation non linéaire qui est la sigmoïde. Peu importe si vous le retenez pas, c'est pas grave, on reverra ça après. Et on va dire que nos entrées, c'est 2 valeurs binaires, donc soit, la première ça va être soit, ce qu'on cherche a des poils et soit il aime beaucoup l'eau. Donc on s'attend évidemment à avoir une sortie où on va chercher à avoir, soit un chat, soit une grenouille en fonction des données qu'on va rentrer en entrée. Donc si on prend notre exemple, on va dire qu'on part avec, une première entrée à des poils à 1, donc ça veut dire que ce qu'on cherche a des poils et n'aime pas beaucoup l'eau à 0, donc aime beaucoup l'eau pardon à 0, donc ce qu'on cherche n'aime pas l'eau. Donc ici on a un réseau de neurones feed-forward, donc ça veut dire qu'une fois qu'on va avoir nos données d'entrée, en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos poids, on va pouvoir déterminer les activations pour, notre couche, intermédiaire. Donc ça se fait évidemment avec, en sommant, l'entrée les signaux d'entrée est pondéré par les poids qui étaient indiqués et la fonction d'activation sigmoïde qu'on a vue rapidement tout à l'heure, donc en faisant la combinaison chaînée, donc ce qu'on avait vu sur le neurone avant, on obtient le résultat de sortie pour notre, couche intermédiaire. Donc on peut appliquer la même méthode pour tous nos neurones de notre couche intermédiaire et une fois qu'on a calculé toutes ces activations de notre couche intermédiaire, on va pouvoir finir par, faire la même chose pour nos couches de sortie. Et donc voilà comment on obtient nos premiers résultats, en tout cas pour notre, modèle de réseau de neurones simple dans cet exemple. Sauf qu'ici, on a 2 valeurs peut-être auxquelles on n'attendait pas, puisque avec les données d'entrée, on s'attendait plutôt à avoir une forte valeur pour le premier qui correspondait au chat, et plutôt une faible valeur pour ce qui est, de la grenouille. Donc
maintenant qu'on a un peu vu comment on faisait passer notre donnée et comment notre réseau analysait cette donnée, on va essayer de voir les méthodes d'apprentissage pour, améliorer les performances de notre réseau de neurones. Donc la première phase, ça va être évidemment être l'entraînement. En machine learning, on a plusieurs méthodes d'entraînement. Ici, dans notre cas, on va utiliser plutôt une méthode de supervisée. Donc on va avoir des données d'entrée, dans lesquelles on sait déjà ce que le réseau doit nous donner en sortie, un peu ce qu'on a vu avant. Et on va utiliser les méthodes que je vais vous présenter pour l'apprentissage du réseau de neurones. C'est basé uniquement pour, des données où on connaît la sortie, donc pour faire de l'apprentissage supervisé. Il y a une deuxième phase dans la vie d'un réseau de neurones, c'est plutôt celle que vous utilisez quand vous utilisez des réseaux de neurones, c'est l'inférence. Donc ça va être celle où nos poids qu'on a vus là, sont fixés, donc le réseau n'apprend plus et vous l'utilisez tel quel, donc lorsqu'il a été entraîné, avec les performances de lorsqu'il a été entraîné. Alors, donc la première chose qu'on va avoir en apprentissage supervisé, donc si on reprend notre petit exemple, ça va être la fonction de coût, qui va finalement servir à calculer l'erreur que va avoir notre modèle lorsqu'on lui, donne des données en entrée. Donc ici, on a une petite, fonction de coût qui est la distance L2 et donc si on la calcule par rapport à ce que nous on attendait, donc à savoir un chat et pour le réseau de sortie 1, le neurone de sortie 1 et une grenouille pour le réseau de sortie 2, on obtient, une valeur, d'erreur qui est celle indiquée ici. Donc maintenant ce qu'on va chercher à faire, c'est, chercher à minimiser cette erreur pour qu'elle soit le plus faible possible et donc savoir comment, notre modèle va pouvoir générer les bons résultats de sortie. Donc pour ça, on va utiliser un algorithme qui s'appelle la descente de gradient. Ici, j'ai représenté une forme très simple, donc le cas où on a juste un seul neurone et donc on cherche à optimiser juste le poids de ce seul neurone, pour cette fonction de perte ici. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va connaître notre neurone à un instant T et ce qu'on va chercher à faire, c'est, calculer notre nouveau neurone qui va permettre de diminuer cette fonction de perte. Donc pour calculer ça, on va utiliser la tangente en ce point-là et à partir de cette tangente, on va pouvoir déterminer le poids suivant qui va minimiser cette fonction de perte. Donc pour ça, on utilise l'algorithme la formule mathématique de mise à jour qui est juste au-dessus et ça, on va le répéter jusqu'à atteindre le minimum de notre, fonction de perte. Donc ça, c'est, un des fondamentaux pour l'apprentissage des réseaux de neurones et donc ça, c'est l'algorithme de descente de gradient. Le donc là, maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin de calculer le gradient, donc la pente, au point de notre la pente au point de notre paramètre actuel. Sauf que notre fonction de coût, elle dépend pas directement de notre poids, donc notre paramètre qu'on cherche à optimiser. Donc on a besoin d'utiliser. Donc si on reprend, un peu tout le modèle qu'il y a, donc par exemple sur notre, réseau sur notre neurone, de sortie 1, on va avoir donc la fonction de perte qui va, dépendre directement de l'activation de ce neurone et nous ce qu'on cherche à atteindre, c'est, les poids qui sont en entrée de ce neurone. Donc pour ça, on va utiliser la dérivation des fonctions composées, c'est-à-dire que lorsqu'une fonction dépend d'un paramètre qui nous intéresse, on va pouvoir, découper notre, dérivée en plusieurs dérivées et dans notre cas donc de notre neurone, 1 là, O1 pardon, on va pouvoir découper de cette façon. Donc au final, je vous ai fait le calcul, je vous ai peint tout le calcul. On va, obtenir cette fonction-là pour, le gradient et pour mettre à jour notre paramètre, donc notre poids. Donc si on reprend notre, petit, fil rouge, donc notre exemple de réseau de neurones pardon, on va pouvoir, calculer le gradient de notre, neurone ici C1, donc le 1er, celui qui est indiqué en rouge. À partir de ce gradient qu'on a calculé, on va pouvoir le mettre à jour à partir de l'algorithme de descente de gradient et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce paramètre pour, lorsqu'on va lui donner de nouvelles données pour, s'entraîner, qu'il ait une meilleure performance. Donc là, je vous évite, enfin, on on va répéter la même chose pour tous les neurones, on va pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Ça, c'est ce qui va se passer pour la dernière couche. Maintenant qu'on a calculé la mise à jour de notre paramètre et toutes les valeurs, on va utiliser l'algorithme de rétropropagation.
c'est ce qui va nous permettre de propager l'erreur de couche en couche, et on va utiliser les mêmes mécanismes que ce qu'on a vu, pour la dernière couche, donc pour calculer la mise à jour des poids de nos couches précédentes. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question, c'est, est-ce que nos données d'entrée étaient vraiment bonnes? Parce que si on regarde un peu, elles étaient peut-être un peu faibles, puisque des chats qui aiment l'eau, ça existe, et apparemment des grenouilles qui ont des griffes aussi. Donc finalement, nos données d'entrée, c'était peut-être pas, les meilleures pour pouvoir identifier un chat d'une grenouille. Donc on va s'intéresser à d'autres données d'entrée qui vont être, des images. Donc des images, c'est rien d'autre qu'une matrice de nombres. Donc dans le cas des images en niveau de grille, on va avoir un seul canal avec juste des nombres entre 0 et 255 qui vont représenter l'intensité de noir ou de blanc qu'on va avoir. Et dans le cas des images en couleur, on va avoir 3 canaux qui vont être le rouge, le vert et le bleu dans la majorité des cas. Il existe d'autres formats, mais la majorité c'est le RVB. Et donc on va utiliser ces images, pour, dans notre cas, essayer de faire de la classification. Donc en intelligence artificielle, enfin en tout cas pour les réseaux de neurones, il existe pléthore de tâches qu'on peut résoudre avec. Les plus communes, ça va être la classification comme ce qu'on a essayé de faire juste avant avec, les chats et la grenouille. Mais on peut en avoir d'autres, on va avoir, plutôt de la segmentation qui va être de la classification au niveau des pixels. On va aussi retrouver des méthodes, enfin des problématiques où on va essayer de localiser certains des objets dans l'image, et on va avoir, la même chose mais avec, plusieurs objets dans une seule image. Et donc la question qu'on va se poser, c'est, comment est-ce qu'on va pouvoir reconnaître un objet dans une image, sachant que cet objet, il peut avoir différentes positions? Donc ici, on a un exemple assez simple avec 2 X, et donc le premier X qui est plutôt le format dans lequel on a tendance à le voir, et le deuxième qui est un X plutôt, qu'on a légèrement, tourné, on va dire. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va reconnaître des structures qui sont communes aux 2. Et donc ce qu'on va chercher à faire finalement dans les images, c'est essayer de retrouver les structures communes qui vont nous permettre de, coller, enfin en tout cas d'essayer de reconnaître quel, l'objet qu'on cherche est similaire dans d'autres cas, dans d'autres images. Donc pour ça, on a une fonction mathématique qui fonctionne très bien, qui s'appelle la convolution. Donc la convolution, quand on l'applique à nos images, finalement ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un filtre. Donc, ça c'est Heu, c'est un peu on va dire les patterns qu'on a ici. On va utiliser ces filtres qu'on va venir passer sur toute l'image, et quand on va faire cette détection, on va avoir une image en sortie qui va finalement être, notre image ou dans laquelle on a calculé la convolution avec le filtre, et ça peut donner des images de ce style-là. Donc des images où on va venir, mettre en avant plutôt les bordures de nos des éléments dans notre image, ce genre de choses. Et finalement, ces paramètres-là, donc ces filtres, on va avoir des poids. Donc les poids qu'on a dans nos réseaux de neurones, ça va être les éléments qu'on va retrouver dans nos filtres, et donc c'est ça qu'on va chercher à apprendre dans les réseaux de neurones convolutionnels. Donc si on prend, ici, dans le cas de notre couche de convolution, on va avoir des canaux en entrée. Ces canaux, on va faire des convolutions avec différents filtres, et ces filtres, on va essayer d'apprendre les paramètres qu'ils peuvent avoir pour justement ne pas avoir à écrire manuellement toutes les structures enfin toutes les possibilités de structures qu'on pourrait avoir pour essayer de déterminer dans une image, ce elle aurait comme structure. Donc si on a une quantité d'images, monstrueuse, c'est une méthode qui va nous permettre de, retrouver ces patterns par apprentissage, en tout cas par optimisation. Un autre élément important pour les réseaux de neurones convolutionnels, ça va être le pooling. Le pooling, finalement, ce qu'on va faire, c'est réduire la dimension de nos images. Là où ça va être important, c'est que ça va nous permettre de réduire assez rapidement la taille de notre image, en tout cas de nos images intermédiaires, et ça va nous permettre de réduire la complexité et surtout le calcul qu'on va avoir, à faire pour, dans notre réseau de neurones. Et l'autre point important, donc ici vous avez un exemple de max pooling, donc où on va venir calculer le maximum dans une certaine fenêtre, donc ici c'est une fenêtre 2 par 2. C'est une invariance spatiale, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de déformation de enfin on va pas avoir de perte de formation lorsqu'on va utiliser cette méthode pour réduire la taille de l'image. Donc, si on prend en global, ça c'est un petit réseau de neurones, en tout cas le net, c'était celui qu'on a vu au début. Il a pour rôle principalement de faire de la détection de chiffres
dans des images, enfin de chiffres écrits à la main sur des images et on retrouve donc nos éléments de base, c'est-à-dire une convolution. On va avoir des couches de pooling qui vont réduire fortement la taille de nos images intermédiaires et donc cette première partie de notre, modèle, ça va correspondre un peu à la partie extraction de structures, donc nos fameuses couches de convolution. Et la deuxième partie, c'est plutôt la partie classification. Ça va être, les couches qu'on a vues tout à l'heure, c'est les couches denses qui vont nous servir à faire de la classification. Et si on regarde finalement ce qui se passe dans ce modèle lorsqu'on lui fournit une image en entrée, on voit, la réduction de la taille de l'image, mais aussi les informations qu'il arrive à en retirer et ce qui nous génère à la fin, c'est une probabilité que cette image corresponde à, tel label. Donc voilà, donc ça, c'était un peu une présentation globale, rapide sur, le fonctionnement des réseaux de neurones et les méthodes qu'on utilise pour, faire de l'apprentissage, dans les réseaux de neurones. Avant de partir sur la partie compression, je vais faire un petit retour sur, la représentation des nombres en informatique. Donc je pense que c'est pareil, c'est quelque chose que vous savez, en informatique, on utilise, une représentation binaire, donc normalement notamment grâce à ce petit composant électronique, le transistor. Et pour représenter des nombres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer à notre mot binaire des puissances de 2 qu'on va sommer pour obtenir, dans notre cas ici, un nombre entier. On va aussi pouvoir, utiliser des entiers, enfin signer nos entiers, donc lorsqu'on veut pas on veut, avoir des entiers, signés. Et pour ça, on va utiliser, on a 2 méthodes pour les implémenter. Soit le signe de magnitude, où on va avoir le bit de poids fort qui va correspondre au bit de signe, donc soit, 0 pour un nombre, heu, positif, soit 1 pour un nombre négatif. Et ce qu'on va plus couramment utiliser, c'est le complément à 2. Pour la raison, elle est simple, c'est que pour le complément à 2, on va avoir, une représentation en plus que, le signe de magnitude, puisque pour le signe de magnitude, on va avoir un -0 et un +0 et ça nous intéresse pas forcément. Enfin, en tout cas, pas dans tous les cas. Donc maintenant qu'on a vu comment représenter des entiers, ce qui va plus nous intéresser, ça va être de représenter des réels. Donc pour représenter des réels, on va plutôt avoir 2 familles, soit la famille uniforme, donc qui va plutôt être basée sur les entiers avec, des espacements entre les valeurs, constantes tout le long de la plage de valeurs, réelles qu'on peut représenter. Ça va plutôt être, la famille des virgules fixes. Et on va aussi avoir, plutôt des formats non uniformes où, l'écartement entre chaque valeur va dépendre de ou la dy enfin, va être dynamique en fonction de la magnitude de notre valeur. Et ça va être ce qu'on va appeler les formats à virgule flottante. Il existe pas mal de variations à ces formats. Nous, on va traiter que les 2 là aujourd'hui parce que c'est les plus courants et c'est aussi ce qu'on va utiliser dans nos exemples. Mais, on va retrouver des formats logarithmiques, des formats, déposite, enfin bref, plein de formats. Donc le premier format, ça va être le format à virgule fixe. Le format à virgule fixe, c'est simplement on va récupérer notre format entier, dans lequel on va ajouter une partie fractionnaire. Et donc pour ajouter cette partie fractionnaire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire un décalage de notre entier, ce qui va nous permettre de calculer justement, notre partie fractionnaire lorsqu'on va faire notre somme et pareil pour notre partie entière. Mais, le format que vous connaissez peut-être ou en tout cas celui qui est utilisé dans vos ordinateurs, c'est le format à virgule flottante. Donc ici, c'est la norme qui est utilisée dans les ordinateurs, c'est à savoir la I3E 754 et donc ça, cette représentation, c'est un format flottant pour 32 bits. Donc la particularité de ces formats, c'est que c'est une format base de 2, donc c'est la notation scientifique, mais au lieu d'être en base 10, on va être en base 2. Et donc on va retrouver tous les éléments de la notation, enfin, les éléments, c'est-à-dire la mantis et l'exposant, donc comme c'est formulé juste en dessous. La petite particularité pour cette norme-là, c'est qu'on va avoir un 1 implicite, donc on va pas sauvegarder ce 1 de la mantis en mémoire, ce qui va permettre de gagner 1 bit de précision et pour, encoder les valeurs, négatives au niveau de l'exposant, on va utiliser plutôt un biais, plutôt qu'utiliser des méthodes comme on a pu voir avant pour, encoder cet entier. Voilà, donc ça c'est un exemple, de calcul, enfin d'encodage pour une valeur, en virgule flottante et si vous avez fait attention, enfin en tout cas la formulation telle qu'elle est faite, on n'a pas de représentation possible du 0 à cause de notre 1 implicite.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un encodage spécial. Lorsqu'on va avoir notre exposant à 0, on va reprendre une formulation sans 1 implicite, ce qui va nous permettre de voir une représentation du 0 et plutôt que de perdre toutes les autres valeurs de mantis possibles lorsque la mantis est à 0, on va utiliser hop, je suis allé un peu vite. On va utiliser ce qu'on appelle les nombres dénormalisés. Donc ça va être une plage qui va être réservée pour, les nombres où ils n'ont plus d'un implicite. Donc finalement, si on fait un petit résumé du format, de cette norme-là, on va avoir, nos nombres normalisés qui vont être sur quasiment toute la plage de valeurs possibles, excepté lorsque l'exposant est à 0, où on va avoir notre cas particulier des nombres dénormalisés. Et il y a d'autres valeurs qui sont, à l'opposé du spectre, qu'on va pas trop traiter, mais qui sont plutôt utiles lorsqu'on fait, des mathématiques avec, ce format-là. Donc voilà, là c'était une présentation un peu rapide sur les les formats qui existent et j'imagine que ça vous donne un indice sur ce qu'on va traiter dans la compression et dans la quantification en particulier. Donc, finalement, la quantification va traiter un peu plutôt de la partie, comment représentation des noms. Alors, pourquoi on a besoin de compresser les réseaux de neurones? Si on regarde un peu l'évolution de la taille de ces réseaux de neurones, donc ici vous avez le nombre de paramètres, donc finalement qui est l'idée du nombre de poids que vous allez avoir dans votre réseau de neurones en fonction du temps, enfin en tout cas des années. Et ce qu'on voit, c'est que la tendance quand même, c'est, d'avoir des réseaux de neurones de plus en plus profonds, denses et et cette tendance, elle a tendance à elle a même va même accélérer. Donc si en orange, on va voir les modèles de langage, donc style ChatGPT et on voit que la tendance a quand même est quand même l'explosion de la taille de ces modèles-là. Les mod la taille du modèle, c'est pas non plus le seul facteur, c'est que si on cherche à augmenter cette taille, c'est pas parce que, voilà, on fait la course à celui qui va avoir le plus gros. C'est plutôt parce que ces modèles-là, c'est aussi, ceux qui vont avoir des meilleures performances. Donc ici, c'est une représentation de quelques modèles sur un jeu de données qui s'appelle ImageNet, qui est un standard pour évaluer les réseaux de neurones en traitement d'image et on voit que, plus la bulle est grosse, plus il y a de paramètres et ces grosses bulles, elles ont tendance à être, celles qui vont être les plus performantes, en termes de précision, enfin de précision pour, des prédictions pour notre modèle. L'autre donnée importante, ça va être de voir, qu'est-ce qui va coûter, en termes d'énergie dans notre modèle. Donc ici, on a une représentation des coûts énergétiques pour les différentes, opérations et déplacements mémoire. Donc on va avoir, l'addition et la multiplication qui vont être les paramètres clés dans notre, couche pour notre neurone et on va voir le déplacement mémoire donc de nos poids ou de nos activations et ce qu'on voit, c'est que, les déplacements mémoire, c'est ceux qui vont avoir le plus gros coût énergétique dans notre modèle. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est, compresser ce modèle ici par la quantification. Donc la quantification, l'idée, ça va être de réduire le nombre de bits qu'on va utiliser pour, représenter nos paramètres, donc nos poids et nos activations, pour, réduire justement ce coût énergétique des transferts mémoire. Donc ici, vous avez un exemple, sur une image, ce que peut donner la quantification. Finalement, ce qu'on va faire, c'est, réduire la quantité de valeur pour, représenter les couleurs ici et voilà l'impact que ça peut avoir. Je sais pas si ça se voit très bien aussi. Je pense que ça se voit, sur une image. Donc l'apport de la quantification, en tout cas les gains qu'on va avoir, ça va davantage être sur, la vitesse, ouais, enfin, pardon, l'avantage ça va être sur l'utilisation de la mémoire puisqu'on va venir réduire le nombre de bits qu'on va avoir pour représenter des nombres. Donc on va venir réduire la quantité de données, la quantité de bits qu'on va utiliser, heu, pour les stocker en mémoire. On va avoir un avantage évidemment sur la consommation énergétique comme on l'a vu juste avant, puisqu'on va réduire la quantité de données qui va transiter entre, les parties calcul et les parties, de stockage. On va aussi gagner en latence puisqu'on va réduire toujours la taille et évidemment, vu qu'on a une réduction en termes de largeur de bits, on va aussi, réduire la surface silicium nécessaire pour, les parties de calcul. Le désavantage qu'on va avoir avec, la quantification, c'est évidemment la perte de précision. Donc lorsqu'on va essayer, si on ici on prend l'exemple du nombre pi,
En venant utiliser une arithmétique plus faible, on va réduire le nombre de chiffres significatifs qu'on va pouvoir, représenter de notre nombre pi et comment et voilà. Donc ici, on va s'intéresser à la quantification non pas sur la partie entraînement, donc si on se rappelle avant, il y a un peu 2 phases pour les réseaux de neurones. La première partie, ça va être l'entraînement. Donc il existe des méthodes de compression pour accélérer et pour rendre l'entraînement plus efficient. Donc ça, c'est un exemple où on va faire une partie du calcul dans une précision réduite, donc ici en 16 bits et puis une autre partie, plus sensible en 32 bits. Mais nous, ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie, compression pour la phase d'inférence, donc lorsque notre, réseau de neurones a appris et est utilisé dans le monde réel. Donc comme je le disais tout à l'heure, ici, on va avoir un modèle de réseau de neurones et nous, ce qu'on va chercher à quantifier, c'est surtout 2 paramètres, ça va être les poids et les activations. La raison, à ça, c'est que c'est souvent les 2 paramètres qu'on va stocker en mémoire et c'est ces 2 paramètres-là qui vont, venir faire des déplacements entre la mémoire et la partie calcul. Donc pour, quantifier nos réseaux de neurones, on va avoir, 2 méthodes principales. La première, ça va être de faire une quantification après l'entraînement. Donc lorsqu'on a entraîné notre modèle, on va directement appliquer, des méthodes de quantification. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de données pour faire, calibrer ces nouveaux paramètres quantifiés. On va pas avoir besoin de réentraîner le modèle. À l'inverse, lorsqu'on va vouloir quantifier très bas, notre modèle, on va avoir une perte sur les performances de prédiction et donc dans ces cas-là, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt de la quantification pendant l'entraînement. Donc on va réentraîner notre modèle avec notre nouveau format, donc de compression. Donc ici, on va avoir tout le phénomène inverse, on va avoir une meilleure, prédiction. Le désavantage, c'est qu'on va devoir réentraîner le modèle souvent avec un coût plus élevé et peut-être, recalculer les hyperparamètres de notre modèle. Donc un format de quantification, très largement utilisé pour accélérer l'inférence, c'est la quantification uniforme. Donc finalement, c'est, une quantification à base d'entiers où on va retrouver, un facteur d'échelle qui va être le pas finalement entre nos valeurs, donc la distance entre nos valeurs. On va avoir, un 0 qui va, servir à garantir que la représentation de notre 0 va être, possible dans notre format et dépendant de la largeur de bits évidemment qu'on va utiliser. Généralement ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser ce qu'on appelle la quantification uniforme symétrique, donc où notre 0 est représenté à 0 et où on va avoir la même plage de valeurs, de chaque côté du spectre. Heu Ce qu'on va aussi faire généralement, c'est calculer notre facteur d'échelle en fonction des valeurs qu'on va avoir dans notre matrice, enfin, en tout cas notre matrice de poids, de paramètres. Ensuite, donc une fois on a déterminé notre facteur d'échelle, ce qu'on va chercher à faire, c'est, projeter nos valeurs réelles dans notre nouvelle grille qui va plutôt être une grille d'entiers. Pour ça, on va utiliser une fonction, on va utiliser l'arrondi au plus proche et une fonction de clamping. Cette fonction de clamping, elle va s'assurer que toutes nos valeurs, en dehors de notre spectre vont être, arrondies à notre valeur maximum et minimum. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plutôt, un format non signé pour les activations, dû à la fonction d'activation qu'on utilise et un format plutôt, signé pour ce qui va être des poids. Et finalement, quand on fait de la quantification, ce qu'on va introduire, les 2 erreurs qu'on va introduire, ça va être une erreur d'arrondi, et une erreur, liée à la coupure qu'on va faire sur les valeurs les plus grandes. Donc il existe d'autres formats de quantification qui sont plus extrêmes, enfin en tout cas vont juste plus extrêmes, où on va venir aller représenter tous nos paramètres par seulement un bit, où ce bit ça va peut plus être 0 et 1 mais un facteur d'échelle qu'on va utiliser qui va être un nombre réel et finalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs matriciels, avec des valeurs binaires et l'avantage qu'on va avoir en faisant, une déconvolution par exemple avec ces valeurs binaires, c'est qu'on va venir fortement réduire la complexité de nos convolutions et on va juste pouvoir représenter nos convolutions avec des opérateurs booléens, classiques
plutôt que d'avoir, toute la complexité mathématique qu'on va voilà ce qui est de la quantification extrême. Ce qu'on va l'inconvénient, c'est que nos formats de quantification sont pas disponibles sur le matériel qu'on utilise pour entraîner, donc à savoir sur nos GPU. On va plutôt avoir, donc nos formats à virgule flottante et on va pas retrouver nos formats de quantification uniformes qui sont vraiment faits pour l'inférence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le comportement de notre format, de quantification uniforme. Donc pour ça, on va venir rajouter ce qu'on appelle des quantizers dans le graphe de notre réseau de neurones et ces quantizers vont avoir pour but de, simuler, ce que ferait notre, format si on l'utilisait. Donc on va toujours continuer à utiliser de l'arithmétique à virgule flottante pendant l'entraînement, mais on va venir changer les valeurs pour que ça corresponde à notre format de quantification uniforme. Donc ça, c'était toute la partie quantification, donc c'est, une méthode très utilisée pour venir compresser les réseaux de neurones, mais on va avoir d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Donc notamment une autre méthode qui est assez utilisée, c'est l'élagage. L'élagage, il part, comme les réseaux de neurones, d'une inspiration, biologique qu'on a tous, à savoir qu'on a notre nombre de synapses qui atteint son apogée à entre 2 et 4 ans et au fur et à mesure de la vie, on va avoir ce nombre de connexions qui vont diminuer. On va finalement faire un tri et avoir, OK, conserver que les meilleures connexions. Donc, dans le cas des réseaux de neurones, on va pouvoir faire 2 types d'élagage. Le premier, ça va être l'élagage sur les poids. Donc on va essayer de chercher à mettre, à 0 de certains poids dans notre, graphe de notre réseau de neurones. Et l'autre type d'élagage qu'on va avoir, ça va plutôt être de l'élagage sur les activations, où on va venir carrément supprimer des neurones. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut, avoir différentes granularités également sur la quantification. Donc à savoir qu'on peut faire une quantification sur tout le modèle avec une seule largeur de bits, mais on peut aussi utiliser différentes largeurs de bits pour chaque couche, voire, dans le cas des convolutions, pour chaque filtre, utiliser une largeur de bits différente. On pourrait même imaginer aller jusqu'à chaque valeur du filtre, mais on n'y aurait plus aucun intérêt, enfin on n'apporterait pas d'avantage d'utiliser la quantification au niveau des valeurs. Et donc pour le pruning, on va aussi avoir, différentes granularités. Donc on peut aller du pruning, non structuré où ce sont des valeurs, aléatoires qu'on va, enlever dans notre graphe, jusqu'à, on va dire un élagage, très, très structuré ou très régulier, dans lequel on va carrément, pruner, tout un canal. Donc le canal, pour vous rappeler, c'était, par exemple, le RVB dans nos images. On va aussi avoir une autre méthode de compression qui s'appelle le partage de poids. Donc ça peut sembler similaire à la quantification, mais on va plutôt utiliser le partage de poids on va pas pouvoir, pratiquer la quantification. Donc par exemple, admettons qu'on veut faire l'inférence sur un GPU, on peut utiliser que du float 32. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu le même principe que la quantification. On va réduire le nombre de valeurs qu'on peut utiliser, en tout cas représenter, et du coup, on va venir, ici, on va avoir un clustering, par exemple, en violet avec toutes les valeurs qui sont assez proches et on va venir calculer la moyenne de toutes ces valeurs pour ensuite toutes les mettre, à la même valeur, ce qui va nous permettre, du coup, de réduire le nombre de valeurs, au final dans notre matrice modifiée. D'autres méthodes de compression qu'on va avoir, ça va être les compressions plutôt sur les modèles. Donc là, on a vu, un modèle assez simple avec des convolutions, des poolings et des couches denses à la fin. Il existe des méthodes où on va pouvoir décomposer notre convolution en 2 convolutions qui vont être la groupwise et la pointwise convolution et cette, découpage de convolutions va nous rendre le même résultat, mais avec bien moins de paramètres que si on utilisait une convolution classique. Et aujourd'hui, on va même avoir, ce qu'on appelle de l'auto-ML, donc c'est-à-dire que c'est des réseaux de machine learning qui vont chercher d'autres réseaux de machine learning pour générer des modèles, réduits en tout cas, ils vont avoir un espace de couches possibles et ils vont essayer de faire des imbrications de couches, enfin, ils vont tester pour essayer d'avoir un modèle assez petit, assez compressé, qui ait des bonnes performances, pour, le traitement d'image. Et enfin, le dernier type de méthode de compression qu'on va avoir, ça va être, le partage de connaissances. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant l'entraînement, on va utiliser un modèle très grand qui fonctionne très bien et on va essayer d'entraîner un modèle plus petit à ce qu'il reproduise ou en tout cas qui réplique les mêmes prédictions
que l'enseignant pour, améliorer ses performances, pour améliorer les performances de ce plus petit modèle. Et donc, bah, pour terminer, je voulais reprendre, le résumé de la fiche. Donc si on a vu un peu que les réseaux de neurones, enfin en tout cas les modernes sont de plus en plus gros, ont tendance à être très larges, heu et notamment si on prend, le cas de ChatGPT ici, ce que vous allez utiliser, ça va vraiment être la phase d'inférence. On a du mal, enfin en tout cas, c'est compliqué d'estimer la consommation de cette phase d'inférence, notamment lorsque les modèles sont utilisés par le grand public, donc le fait que tout le monde, vous, moi, pouviez l'utiliser et OpenAI étant très très peu, ouvert sur ce qu'ils utilisent, il y a peu de chances qu'ils utilisent enfin qu'ils fassent des méthodes de compression. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, avec de plus en plus de modèles qui vont être rendus accessibles au grand public, on va voir la consommation de ces, fameux réseaux de neurones fortement augmenter et donc enfin, en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire sur tout ce qui va être compression et donc réduction, du coût énergétique de ces modèles. Je vous remercie.